Dans les années 1920, le basket professionnel américain n'était pas du tout structuré. 30 ans après la création officielle du sport, il n'existe pas de championnat au niveau fédéral. Le basket est donc à la traîne derrière le baseball, qui est déjà devenu le passe-temps national, ainsi que le football américain et le hockey, qui s'étaient tout juste dotés chacun d'une ligue nationale. Il y avait bien plusieurs petits championnats ici et là, mais tout ça restait très régional. Il faudra en fait attendre 1937 pour qu'une des racines de la NBA prenne forme. Enfin, une racine non reconnue injustement par ladite NBA, mais ça c'est une toute autre histoire. Bref, une fois sortis de la fac, les joueurs qui espéraient vivre de leur sport et se jauger sur le plan national s'en remettaient au barnstorming, à savoir des équipes itinérantes qui traversaient les États-Unis en long et en large et s'arrêtaient dans des villes plus ou moins grandes pour se rencontrer les unes les autres ou les équipes locales. En l'absence de structure, les équipes pouvaient jouer autant de matchs qu'elles le voulaient, et il n'était pas rare que certaines jouent 2 ou 3 fois le même jour et fréquemment plus de 200 matchs par an. Le barnstorming était loin d'une alternative idéale à un réel championnat. Les conditions de voyage et de logement sur la route étaient exécrables, et les revenus des joueurs, tirés des billets d'entrée, n'étaient pas exactement très élevés. Néanmoins, cette préhistoire du basket américain a donné naissance à quelques équipes mythiques, comme les New York Original Celtics, les Philadelphia Sphads, les Cleveland Rosenblums, les Texas Cowgirls, ou, ce qui va nous intéresser ici, les Harlem Wrens. Les Wrens, appelés parfois New York Wrens, étaient dans les années 20 la seule équipe noire à avoir du succès dans le basket professionnel. Un petit peu de contexte avant d'aller plus loin. La migration des Noirs américains à partir des campagnes du Sud vers les villes du Nord, et plus particulièrement New York, couplée au boom économique post-Première Guerre mondiale et à bien d'autres facteurs socio-économiques et historiques pour les Afro-Américains, ont donné naissance dans les années 20 à une impressionnante révolution artistique et culturelle au sein de la communauté noire de Harlem, appelée simplement la Harlem Renaissance. Cette renaissance touchait à tout: le théâtre, la musique, la littérature, la poésie, la photo, la mode, la peinture, la sculpture, la sexualité et donc même le sport, avec l'équipe des Harlem Wrens, un nom qui est tout simplement le diminutif de Renaissance. Les Wrens jouaient d'ailleurs leur match à domicile sur la piste de danse du Harlem Renaissance Ballroom and Casino, véritable épicentre de ce mouvement culturel dont je voudrais vous parler pendant des heures, mais je suis pas vraiment là pour ça, je vous laisse faire vos recherches si vous êtes intéressés. Donc, les Wrens n'étaient pas seulement bons, ils étaient si forts qu'à partir de 1923 et pendant une bonne quinzaine d'années, ils étaient considérés comme la meilleure équipe du pays, un titre officieux qu'ils partageaient avec les Original Celtics. Et si le barnstorming était déjà compliqué pour les équipes blanches, c'était vraiment la galère pour une équipe noire, à une époque où les lois Jim Crow régissaient les États-Unis. Sur la route, les Wrens trouvaient rarement des hôtels ou des restaurants qui voulaient bien les accueillir, se faisaient insulter et même parfois frapper par le public, et risquaient de se faire lyncher au moindre petit mot de travers. Pendant ce temps, du côté de Chicago, des joueurs tout juste sortis du lycée noir Wendell Phillips forment une équipe semi-professionnelle sous l'égide du poste numéro 87 de l'American Legion ou poste George L. Giles. L'équipe s'appellera donc les Giles Post. Plus tard, ils adopteront le nom de Savoy Big Five lorsqu'ils prennent résidence au Savoy Ballroom, à l'image de leurs collègues des Wrens. Les joueurs du Savoy, fatigués d'être cantonnés à jouer des équipes de Chicago, cherchent à organiser des matchs en dehors de la ville, si possible contre des équipes blanches. De peur de se voir refuser rien qu'un rendez-vous avec les équipes ou les propriétaires de salles, ils engagent un promoteur blanc du nom d'Abe Saperstein. Saperstein? Does that mean... Oh yeah! C'est une réussite et Saperstein permet au Savoy Big Five de s'exporter, mais il s'octroie aussi au fil des semaines de plus en plus de responsabilités et de pouvoir, avant de prendre complètement le dessus et devenir manager officiel de l'équipe chicagoane. Une de ses premières décisions managériales sera de renommer l'équipe. Le Savoy Big Five devient les New York Harlem Globetrotters. Le changement de nom vers les Globetrotters a été effectué pour faire référence au barnstorming dans un premier temps, puis pour créer une aura un peu mystique autour de l'équipe. Quant au choix d'utiliser New York Harlem, puis très vite juste Harlem, et pas du tout Chicago, c'est parce qu'il fallait que les spectateurs et les équipes, qui n'auraient pas entendu parler des Globetrotters avant, sachent que l'équipe était composée de joueurs noirs. Enfin, ça, c'est la version officielle. En vrai, en 1927, quand les Globetrotters adoptent ce nom, Chicago possède une des plus grandes communautés noires de tous les États-Unis dans son South Side, et surtout les Harlem Wrens sont une des 2 meilleures équipes du pays depuis bien longtemps, et les fans de basket le savent. Donc je vois dans ce changement de nom une manière de profiter du succès et de la renommée des Wrens pour organiser plus de matchs, se créer une réputation de toute pièce et se faire du fric plus facilement. Je ne laisse pas le bénéfice du doute à Saperstein, vous comprendrez bientôt pourquoi. The world
Les Globetrotters progressent rapidement et deviennent dans les années 30 une des équipes phares du basket professionnel américain. En 1939, des fans soucieux de désigner de façon exacte la meilleure équipe de basket créent le World Professional Basketball Tournament. Le World est ici à prendre de la même façon que dans World Series, puisque ce sont uniquement des équipes américaines qui y participent. Lors de ce premier tournoi, les New York Rens battent les Globetrotters en demi-finale avant de devenir champions du monde des États-Unis en battant les Oshkosh All-Stars. L'édition suivante, en 1940 donc, les Globetrotters prennent leur revanche en battant les Rens d'un petit point en quart de finale avant de décrocher le titre face aux Chicago Browns. Les Globetrotters confirment donc leur statut d'équipe qui joue très bien au basket, et cette victoire au World Professional Basketball Tournament est annonciatrice de ce qui va découler dans les années 40. Alors que les New York Rens vont s'effacer peu à peu, à cause notamment des joueurs qui vont compléter les rangs de certaines équipes blanches meurtries par la Seconde Guerre mondiale, les Globetrotters vont rester à un niveau incroyablement haut, jusqu'à battre les Minneapolis Lakers du grand George Mikan lors d'un match amical en 1948. C'est au cours de ces années 40 que les Globetrotters introduisent dans leur jeu les performances comiques, qui vont les définir dans la deuxième moitié du siècle. Les historiens spécialistes ne sont pas vraiment d'accord sur la raison de cet apport comique. Certains disent qu'il fallait bien divertir le public blanc dont l'équipe venait de se faire rétamer en bonne et due forme. Ça réduisait les risques de lynchage à la sortie de la salle. Dans la même veine, on pense aussi que les équipes adverses n'auraient très vite plus vu l'intérêt d'organiser des matchs contre une équipe qui vous foutait une tanche, puis repartait aussi vite. Le divertissement apportait une plus-value, un petit bonus qui faisait mieux passer la pilule. D'autres, plus cyniques que ça, pensent que les joueurs ont commencé à faire le show parce que les rencontres étaient devenues trop faciles, et que les Globetrotters étaient tellement plus forts qu'ils se faisaient un peu chier sur le terrain, donc autant s'amuser un peu, et le public avec. Et enfin, on peut voir ces gestes comiques comme une continuation logique du jeu déjà très flashy des Globetrotters. Quoi qu'il en soit, grâce à leur talent sportif et comique, et au managériat impeccable de Saperstein, l'équipe devient un véritable phénomène, aux États-Unis déjà, puisque pour répondre à la demande folle de rencontres, à la fin des années 40, 2 équipes des Globetrotters tournent simultanément, une à l'ouest et une à l'est du pays. En outre, la réputation des Trotters dépasse les frontières américaines. Une première tournée mondiale est organisée en 1950 et fait un véritable carton. Qui dit mondialement connu dit possibilité d'un film à succès, et les Globetrotters vont même en avoir 2, extrêmement difficiles à trouver de nos jours. Un en 1951, simplement titré The Harlem Globetrotters, réalisé par Will Jason et Phil Brown, le mec qui jouera par la suite Oncle Owen dans Star Wars, et un deuxième en 1954, intitulé Go Man Go, et réalisé par James Wong Ho. Les deux films sont plutôt semblables, on y voit un Saperstein pionnier, créateur des Globetrotters, qui va donner tout ce qu'il a, envers et contre tous, pour sauver la cause noire. Alors pour l'époque, c'était sûrement progressiste, mais aujourd'hui, voir le mec en train de whitesplainer l'importance des Globetrotters à un noir avide d'argent, ça le fait un peu moins. I think they meant that in some way this team represents more than themselves. It represents your people. I don't go for that business, Dave. It's tough enough for me alone, you know? I gotta worry about Bill Townsend. On y dépeint aussi des méchants championnats professionnels profondément racistes et cupides, un Saperstein génie omniscient qui a eu toutes les bonnes idées du basket des années 40, et les femmes comme ont montré très souvent les femmes dans les années 50, c'est-à-dire juste là pour dire oui. Cela étant dit, les films proposent aussi 2-3 belles choses, avec par exemple un personnage noir, athlète accompli, qui est aussi un chimiste hors pair, des grandes réflexions sur le sport. When you watch Joe DiMaggio fielding a ball, or Sugar Ray Robinson in the ring, or Goose Tatum, it's perfect control. When you see the same control in a Heifetz or a Pavlova, they call it genius. Well, it's the same thing on a playing field. All the beauty and the poetry. Et des apparitions de Dorothy Dandridge dans le premier et de Sidney Poitier dans le deuxième. Ah d'ailleurs, celui de 54 n'est pas la suite de celui de 51, car si le premier raconte l'histoire d'un joueur fictif qui intègre des Globetrotters déjà célèbres, le deuxième reprend toute l'histoire des Globetrotters depuis le début, et se concentre sur Saperstein, saint patron du basket et des Noirs. En fait, c'est le scénariste Alfred Palka qui, après le succès relatif de son Harlem Globetrotters en 1951, s'est dit qu'il pourrait faire mieux que ça et réellement aider les Globetrotters et les Afro-Américains avec un film à plus gros budget, ce qu'il écrivit dans la foulée. C'est sur le tournage du deuxième film qu'il se fit attraper par la patrouille fédérale. Ses tendances de gauche n'étaient pas très appréciées par un gouvernement obsédé par la menace communiste. S'il s'est toujours défendu d'être coco, Palka se fit blacklister et sa carrière au cinéma se termina avant même la sortie de Go Man Go.
Parallèlement, les années 50 sont aussi celles de l'organisation du basket professionnel aux États-Unis. La NBL, créée en 1937, et la BAA, créée en 1946, fusionnent en 1949 pour former la NBA. Une année plus tard, Walter Brown, propriétaire des Boston Celtics, décide de choisir Charles Cooper à la draft, ce qui fait l'effet d'un tremblement de terre. Si la NBL avait déjà intégré des joueurs noirs, dans la saison 42-43 notamment lorsque trop de joueurs blancs étaient partis à la guerre, puis lors de la saison 48-49 quand l'équipe entière des Reigns fut invitée à rejoindre la ligue, ce n'était pas le cas de la BAA, qui avait toujours été 100% blanche et qui, en tant que gagnante des négociations de fusion en 49, avait refusé l'entrée des Reigns en NBA. La NBA donc partait sur une base blanche, fortement encouragée par nul autre que Abe Saperstein, qui voulait maintenir un monopole sur les joueurs noirs. Saperstein avait construit sa fortune avec les Trotters, et l'intégration raciale du premier vrai championnat national pouvait faire écrouler tout ça. Du coup, le mec faisait pression sur les propriétaires de franchises NBA en menaçant de ne plus organiser des matchs de Globetrotters avant les rencontres du championnat si ces équipes venaient à engager un joueur noir. Il faut se rappeler que les Globetrotters étaient mondialement connus à ce moment, tandis que la NBA, tout comme ses ancêtres, galérait à publier ne serait-ce qu'un petit score dans les grands journaux, et se servait des Globetrotters pour amener un peu de public dans la salle et un peu d'argent dans les caisses. Donc, quand Walter Brown draft Chuck Cooper, suivi de près par les Washington Capitals choisissant Earl Lloyd, qui sera d'ailleurs par le hasard du calendrier le premier noir à jouer et à marquer en NBA, c'est un bouleversement dans le basket professionnel. A noter que le lendemain de la draft, les Capitals recrutent Harold Hunter, qui devient le premier noir à signer un contrat, mais qui ne jouera au final jamais en NBA. Devant tout ce chamboulement, Saperstein met sa menace à exécution, mais en profite tout de même pour choper un gros pourcentage sur le contrat de Nathaniel Sweetwater Clifton, membre des Globetrotters, lorsque celui-ci est recruté par les New York Knicks un mois après la draft. Et puis Saperstein a beau se fâcher tout rouge, les équipes NBA n'ont désormais plus peur de lui et ont compris que l'arrivée des joueurs noirs ne peut leur être que bénéfique. Dès la saison 52-53, Don Barksdale devient le meilleur scoreur de son équipe, les Baltimore Bullets, et sera récompensé par une apparition au All-Star Game. 2 ans plus tard, en 1955, Earl Lloyd et Jim Tucker deviennent les premiers noirs champions NBA avec Syracuse. Et la saison suivante, les Fort Wayne Pistons et les Minneapolis Lakers sont les dernières équipes à ouvrir leurs portes aux joueurs noirs. C'est aussi le cas des Rochester Royals la même année, mais les Royals avaient déjà recruté un joueur noir lors de leur temps à NBL. Pendant ce temps, la télévision fait son entrée dans les foyers américains et va bientôt devenir l'objet autour duquel la famille se réunit pour passer sa soirée. Outre les infos et des séries de grande qualité, la télévision propose aussi du spectacle à travers pléthore d'émissions de variété et de jeux. Ces productions, au standing certain, invitent les grandes célébrités contemporaines à tour de bras et les Harlem Globetrotters sont forcément de la partie. Files of the 50s, the Harlem Globetrotters. You perform before the public, do you? Yes. Uh-huh. Do you perform, do you perform alone? Come. No. 3 down and 7 to go, Miss Francis. Do you operate with a team? Yes. Are you part of the sports world? Yes. 1956 marque un véritable tournant pour les Globetrotters et même la NBA. C'est cette année-là que Bill Russell finit ses 4 saisons à la fac, après 2 titres NCAA et une incroyable série de 55 victoires consécutives avec l'université de San Francisco. Et après un passage aux Jeux Olympiques, qu'il dominera également, Russell est disponible pour les équipes professionnelles. Ce bon vieux Bill a 2 options. D'un côté la NBA, où Boston l'attend, Russell aurait pu aller à St. Louis mais redouter le racisme de l'équipe et de la ville, et de l'autre, les Globetrotters. Russell a une grosse préférence pour les Celtics mais décide par principe d'accorder un rendez-vous à Saperstein. Ce qu'il découvre le conforte dans son instinct. Saperstein préfère discuter et négocier avec le coach de Russell, Phil Woolpert, et quand il adresse la parole aux joueurs, c'est pour l'appâter notamment avec le nombre de femmes qu'il séduirait grâce aux Globetrotters. Russell prend ça pour 2 insultes racistes, la première avec ses 2 pères blancs qui discutent du prix de l'athlète noir, puis la deuxième sur la prétendue hypersexualité des Noirs. Il finira par écrire dans son autobiographie que les Globetrotters ne sont que des clowns qui entachent le sport, et qu'ils ne sont au final qu'une version moderne des minstrel shows, ces spectacles du début du siècle dans lesquels des blancs jouaient les noirs en se grimant le visage et les bras, et en caricaturant les traits et les attitudes supposées des noirs.
Russell décide donc de rejoindre la NBA et créera la première dynastie de la ligue en remportant 11 titres en 13 saisons avec les Celtics, agrémentés de 5 titres de MVP et de plusieurs duels de titans face à Wilt Chamberlain. Grâce à tout ça, la NBA finit d'être légitimisée et devient donc le point de référence pour le basket professionnel américain. Les années 60 sont arrivées et les Globetrotters se tournent définitivement vers le spectacle comique, car le barnstorming est mort et enterré. Ils se dotent de sparring partners, les Washington Generals, et continuent de tourner, si bien aux États-Unis que dans le reste du monde. You've got quite a tour ahead of you, apparently. Where have you visited so far? Well, we started our tour in Portugal. From there to Spain, went to India, Bombay, now we're here. Utkání vám předvedem alespoň v košíkové. Hraje nejlepší profesionální mužstvo světa Harlem Globetrotters. Further to go yet? Oh yes, we're going to New Zealand. And our last leg of the trip is Hawaii, then back to the States. I mean, Hawaii is the States, so... On the topic of ball control, there's no one in the world to compare with the Harlem Globetrotters, here in the midst of the first match of their European tour in West Berlin. And the show that you have now at White City, is it all basketball or you have support acts? Yes, we have about 6 or 7 variety acts. Et si Claude François n'a pas encore songé, semble-t-il, à former une équipe de basket pour tenter de les battre, vous allez voir qu'il n'hésite pas à se mesurer avec eux dans une compétition de karting. And another team to play. Yes, and another team we play. And you usually come out on top? Yes, it's good to be a winner. Les Globetrotters ont donc réussi leur transition pour faire face à la création de la NBA et sont souvent appelés, si ce n'est la meilleure équipe de basket du monde, en tout cas la plus célèbre. Mais cet état de grâce ne va pas durer, ils se retrouvent sous un déluge de critiques dès l'instant que le mouvement des droits civiques prend de l'ampleur aux États-Unis. L'équipe est coupable de n'être que des comédiens noirs pour un public blanc, faisant écho au minstrel show décrit par Bill Russell. Les Globetrotters, qui figuraient parmi les Afro-Américains les plus connus du pays, représentent des stéréotypes négatifs des Noirs, entre autres qu'ils ne sont bons qu'à faire les clowns ou qu'ils pourraient être de grands athlètes si seulement ils avaient un peu de motivation. En ça, les Globetrotters sont la parfaite antinomie des New York Rens, qu'ils voulaient pourtant copier à la base. Les Rens voulaient à tout prix montrer une image respectable et professionnelle des Noirs américains et prouver qu'ils étaient les égaux des Blancs. On reproche également à Saperstein de profiter de ses joueurs. Pendant que ces derniers dorment dans des hôtels miteux partout où ils jouent, leur manager loge confortablement dans des hôtels interdits aux Noirs. Il se permet aussi de prendre un gros pourcentage sur les recettes des matchs et traite ses joueurs avec une bonne dose de paternalisme et de racisme aussi. Il essaya de complimenter un jour Sweetwater Clifton en déclarant qu'il pouvait faire plus de choses avec une balle qu'un singe avec une cacahuète. Saperstein ne répondra jamais réellement de ses actes, ayant la bonne idée de mourir en 1966. Les Globetrotters sont rachetés l'année suivante par Metromedia, un réseau de médias. C'est ce groupe qui va transformer l'équipe des Trotters en véritable objet de pop culture, tout d'abord en vendant les droits de l'équipe au studio Hanna-Barbera, qui produiront 2 cartoons pour l'équipe. Premièrement Harlem Globetrotters de 70 à 73. Room 203. Room 203. Room 203. Which room, Bobby Joe? Room 302. What's the matter with him? Probably fleas. Come on, let's head for room 302. Puis le perché Super Globetrotters en 1979. Hanna-Barbera s'amusera aussi à faire rencontrer plusieurs fois les basketteurs et le gang de Scooby-Doo. Hello! Is anybody in this place? Yeah, there's the kids, Scooby, Hab, Curly, you, me. I wasn't talking to you, Gip. Les Globetrotters sont également présents en chair et en os, dans leur propre émission de variété. Ainsi que dans quelques séries télé.
fait, Metro Media bosse à fond sur la marque Globetrotters. Premièrement parce qu'avec une NBA stable, une image entachée et la création en 1967 de la ABA qui va ramasser les laissés-pour-compte de la NBA, les joueurs de renom ne se bousculent plus au portillon des Trotters. Et deuxièmement parce que Metro Media a compris que cette équipe qui traverse les décennies et les générations a énormément de potentiel commercial. Et c'est ainsi qu'en plus des dessins animés et des séries, les couleurs des Globetrotters vont apparaître dans des comics, des lunchbox, des jeux vidéo et bien d'autres choses encore. You gotta be loose as a goose and float like a feather. But that ain't all, you gotta be a pepper. You think Dr. Pepper, you're a pepper too. Be a pepper tree, Dr. Pepper. Be a pepper tree. C'est ce changement de trajectoire qui les a ancrés pour de bon dans le paysage culturel américain, et ce malgré le vague moment de flottement dans les années 80. Les clins d'œil à l'équipe et les caméos se sont multipliés, de Futurama à la fin des années 90 jusqu'à très récemment dans les Goldberg. C'est en fait toute l'image de marque des Globetrotters qui a été changée, puisqu'ils sont passés d'un divertissement de standing, à l'instar du théâtre par exemple, à quelque chose de plus familial, de plus proche de tout le monde. On les voit donc plutôt dans des émissions de télé du matin ou de midi, comme Today, Home and Family ou Good Morning America. Ils multiplient leur présence dans les jeux télé et les émissions de télé-réalité, et sont même invités dans la parade Macy's pour Thanksgiving. Une attention toute particulière est destinée aux enfants, avec notamment une apparition dans Sesame Street et des invitations sur le parquet lors des matchs des Globetrotters. Des matchs qui sont d'ailleurs devenus de vrais spectacles comiques familiaux, l'aspect compétitif étant réduit au minimum syndical. Ainsi, les Globetrotters ont réussi à ne pas être ringardisés par la NBA, en offrant un produit bien distinct et en ciblant un public différent de la Grande Ligue. Les Trotters ont même réussi à garder leur place d'équipe de basket la plus connue au monde, facilement reconnaissable par ses maillots bariolés et par Sweet Georgia Brown, la musique qui les accompagne, qui est utilisée par les meilleurs vidéastes sur YouTube et qui reste la seule réponse du basket face au fantastique Take Me Out to the Ball Game au baseball. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. 'Cause it's root for the Cubbies. If they don't win, it's a shame. 'Cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game. Les Globetrotters sont devenus mythiques, en attestent les quelques documentaires et biographies télévisées sortis depuis une quinzaine d'années sur l'équipe ou sur certains de ses plus grands joueurs. Ils demeurent la référence basket du grand public, de ceux qui ne s'y connaissent pas, tout comme ceux qui s'y connaissent un peu plus, et ce n'est donc pas vraiment une surprise que le footballeur Antoine Griezmann, fan de basket convaincu, essaye de leur rendre hommage. Oui, essaye, parce que ça là, c'est raté, c'est raciste par au moins 5 angles différents. La blackface, c'est raciste et ça l'a toujours été, depuis les premiers minstrel shows. Rajoutez par-dessus ça l'histoire controversée des Globetrotters, accusés d'être justement un minstrel show. Une autre couche parce qu'on est en présence du stéréotype basketteur égale noir ou globetrotter égale noir, alors que l'équipe accueille des blancs et hispaniques depuis 1995, et même techniquement depuis 1942. Une autre couche pour la perruque afro, et enfin son excuse de l'hommage aux Globetrotters qui tombe à l'eau puisque c'est un maillot floqué du nom NBA All-Stars et du toujours noble numéro 69. Griezmann peut avoir les meilleures intentions du monde, ce qu'il a fait, cet acte précis, c'est raciste. Il faudrait peut-être éduquer les gens qui le défendent, et lui-même d'ailleurs, pour que ça ne se reproduise plus. Mais revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, les Harlem Globetrotters sont toujours en tournée mondiale, sans interruption. Ils passent d'ailleurs relativement fréquemment en France, la prochaine fois ce sera au printemps 2019, et ils en profitent pour faire la tournée des plateaux de télé locales. The Harlem Globetrotters are here because they're promoting a tour that they're going to be doing around the UK next month. And I'm hoping... Arrancó el juego, señores. Y arrancó. No, pero ¿qué hace? What? There you go. Okay. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui que les Globetrotters étaient, à la base, une équipe noire de Chicago qui galérait à organiser des matchs contre des équipes blanches, et qui souffrait de la ségrégation comme n'importe quel afro-américain dans les années 20. Mais on aurait aussi tort d'attribuer aux Globetrotters tout esprit novateur et pionnier, puisqu'ils n'étaient qu'un plagiat des Harlem Reigns, ou toute volonté de lutte pour les droits des Noirs et pour l'intégration raciale, puisque leur manager historique faisait plutôt tout contre.
L'histoire des Globetrotters est fascinante en elle-même, mais elle offre aussi une superbe porte d'entrée sur l'histoire du basket américain jusqu'au début des années 50, sur le changement des mentalités et sur les prises de conscience sur les questions raciales lors du mouvement pour les droits civiques dans les années 50 et 60, sur les dessins animés bien cheap des années 70, et enfin sur l'arrivée des références à outrance de la pop culture à partir des années 90. Et puis ça nous a permis de voir un peu plus de Donald Glover, et ça franchement c'est un cadeau. Let's face it, you're gonna get pants this season. But here's some helpful tips to make the process easier for everyone. Cause it takes two to pants.